C'est une maladie dont l'origine, d'après ce que l'on connaît, est générée par l'inoculation d'une bactérie à travers la morsure d'une tique. Et il y a des contaminations par d'autres insectes piqueurs-mordeurs, des mouches, des tans, des aoutas, des puces, des araignées. Et aujourd'hui, on commence à découvrir de possibles et même avérées contaminations par transmission par voie sexuelle et par transfusion sanguine également une contamination plus que probable de la mère à l'enfant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui est assez équivalente à celle du sida il y a 30-40 ans. Les différents symptômes associés à la maladie dans les phases 1, 2 ou 3 sont des symptômes un petit peu différents. Dans la phase 1, ça sera surtout des fièvres, des frissons, genre grippe par exemple, et des douleurs articulaires, des douleurs musculaires et parfois des paralysies faciales. Donc là, ça c'est vraiment le cas d'école que le médecin sait parfaitement identifier et qui va lui faire penser à une maladie de Lyme. Dans la phase 2, ça sera à peu près la même chose, avec quelquefois ce qu'on appelle un lymphocytome cutané bénin, c'est-à-dire le lobe de l'oreille qui va devenir très épais, gonflé, chaud, violet. Et puis la phase 3, eh bien, c'est toutes sortes de symptômes. Les médecins spécialistes ont listé environ 800 symptômes et également un lien avec des maladies auto-immunes ou l'autisme. Il y a une conférence de consensus qui fait loi en France et qui dit que pour avoir une maladie de Lyme, en quelque sorte, qui est une maladie entre guillemets assez simple à diagnostiquer et à traiter, il faut faire 2 tests sérologiques, donc des tests sanguins, un test qui s'appelle ELISA et un test qui s'appelle Western blot, dans le cas où le test ELISA serait positif. On a une grande variabilité dans ces tests qui fait que ces tests sont notoirement insuffisants. C'est validé aujourd'hui par certains professeurs, membres de l'Académie de médecine et ou présidents à des niveaux divers au niveau du système de santé français. Les tests pratiqués en France sont des tests indirects. Or, j'ai remarqué avec mon expérience de cette année, où j'ai vraiment regardé les dossiers les uns après les autres personnellement, j'ai remarqué que plus la pathologie est grave et avancée, moins les anticorps sont présents. Ce qui s'explique très bien, très clairement, étant donné que le Lyme est une infection qui engendre une immunodépression, un peu comme le HIV. Autrement dit, plus la pathologie est avancée et grave, moins on a d'anticorps. Alors comment peut-on se référer à une quantité d'anticorps si justement c'est là que le problème se pose? Une dame est venue de très loin avec des amis à elle. Je lui ai fait une prise de sang et il se trouve que le test ELISA évidemment était négatif. Le test Western blot était très faiblement positif, très faiblement. Donc dans ces conditions, les autorités de santé disent comme tout est faible, tout est négatif, ce n'est pas Lyme. Mais il se trouve que j'ai fait en plus de cela un test au bout du doigt qui s'appelle la goutte épaisse, ce que l'on pratique d'ailleurs pour les paludismes. Et là, on voit des parasites dans le sang périphérique. Et quand j'ai fait la goutte épaisse, alors que les 2 tests étaient quasiment négatifs, eh bien, c'était truffé de borrélie. Il y a de nombreux lanceurs d'alerte à travers le monde qui ont, depuis 10, 20, 25, 26, 27 ans, travailler sur la révélation de ce qu'est cette maladie, qui s'inscrit donc dans le cadre d'une maladie vectorielle, donc Lyme et co-infection. Ces lanceurs d'alerte ont été et sont encore poursuivis par les autorités de santé et les gouvernements multiples, parce qu'ils sont dans un discours qui est totalement différent de ce que dit l'organisme d'infectiologie internationale qui s'appelle IDSA. Et ils sont en train de démontrer, si je pouvais prendre cet exemple, que la Terre est ronde, alors qu'en fait, pour nous, elle est encore plate. Elle est supposée, de manière autoritaire, être plate. En 2007, il y a eu une interrogation de la part de plusieurs médecins qui m'ont contacté en me disant qu'ils étaient étonnés du nombre de résultats négatifs que l'on trouvait par rapport à la clinique, qui leur semblait beaucoup plus fréquemment être des Lyme. En gros, ce que j'ai constaté, c'est que les tests ELISA faisaient appel à une seule souche de borrélie, et qu'en Europe, nous avons une quinzaine de souches pathogènes. Donc évidemment, là, on passait à côté de beaucoup de cas. Donc pratiquement 9 cas sur 10 étaient rendus faussement négatifs. Par contre, le test Western blot que j'utilisais à l'époque, déjà, est un test qui vient d'Allemagne, fabriqué par Microgen en Allemagne, et qui fait appel à 5 souches, 5 variétés de borrélie différentes, qui sont les plus fréquentes dans nos régions. Autrement dit, il est évident qu'à ce moment-là, utiliser la technique Western blot qui inclut 5 variétés différentes était plus
judicieux que d'utiliser une technique avec une seule variété. Les autorités de santé qui se situent à Strasbourg, au Centre national de référence de la borréliose, ont commencé effectivement à critiquer ma manière de procéder parce que ce n'était pas tout à fait dans les règles selon eux. Ça s'est soldé par la fermeture administrative de mon laboratoire pendant 1 mois au mois de février 2012 et ensuite définitivement, fermeture définitive le 31 mai au soir. J'ai appris que mon laboratoire était fermé définitivement le lendemain. L'association L'Âme sans frontières est une association qui a été créée, ça fera bientôt 2 ans, le 24 mars 2012. Elle a été créée dans le contexte de la volonté de solliciter les présidentiables pour qu'ils s'impliquent dans ce problème de santé publique. Depuis que l'association a été créée donc, et que nous avons interpellé la nouvelle ministre de la Santé, nous lui avons demandé une audience, nous lui avons demandé de créer une commission qui enquête sur l'âme. Les problématiques s'articulent autour de 3 axes. Le diagnostic de cette maladie-là, sa prise en charge et la reconnaissance de sa chronicité, ce qui est très important, et puis la formation et l'information. L'association L'Âme sans frontières que je représente en qualité d'avocat travaille sur ces axes-là, puisqu'effectivement un certain nombre d'initiatives ont été prises pour que les pouvoirs publics s'emparent de cette question de santé publique. Aujourd'hui, on a une commission ministérielle qui travaille, qui va nous déposer un rapport, qui va poser un certain nombre de constats. Une fois qu'on aura établi ce constat-là, on pourra mettre en place des protocoles de soins qui seront adaptés puisqu'ils engloberont, 1, le diagnostic posé, 2, la chronicité de cette maladie et tout ce qu'elle peut regorger de multipathologies parce que c'est ce qu'on appelle la grande imitatrice et qu'elle ressemble à tout. Et on va pouvoir enfin prendre en charge les gens, c'est-à-dire prendre en charge le coût des traitements, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on est sur des traitements qui sont en marge des traitements allopathiques classiques. Et on va pouvoir également reconnaître peut-être à certains des affections de longue durée qui vont leur permettre de ne pas se retrouver du jour au lendemain sans ressources. Donc c'est effectivement un certain nombre de malades qu'on défend comme ça devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale pour leur permettre d'être pris en charge par la caisse d'assurance maladie en tant que malades, ce qu'on leur refuse aujourd'hui. Et puis le 3e volet de l'action de l'association, c'est la formation et l'information, c'est la recherche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail aussi de fond auprès des médecins qui interviennent, qui pour la plupart ignorent la pathologie, ignorent quelle prise en charge mettre en œuvre et ignorent quoi faire. Donc appliquent ce qu'on leur dit d'appliquer sans réfléchir plus avant et sans remettre en cause leurs connaissances. Et on défend un certain nombre de médecins également qui sont l'objet d'une chasse aux sorcières, puisque eux prennent le risque de traiter la maladie pour ce qu'elle est, de la diagnostiquer et qui se mettent hors protocole. On va se rendre le 12 mars au ministère de la Santé parce que vous devez savoir que depuis qu'on a rencontré la sous-directrice des risques prévention infection au service de la santé en septembre dernier, l'association, au nom de l'association et de chacun des malades, j'ai écrit à Madame le ministre directement pour lui faire part du cas individuel. Voilà la pathologie de Monsieur Tartampion, voilà la pathologie de tel et tel malade, voilà les symptômes qu'il présente. Je vous pose les questions, que faites-vous concrètement pour le diagnostic, pour la prise en charge, pour l'information des médecins? J'attends toujours les réponses. J'ai eu 3 réponses de pure forme où on me dit que oui, Madame la ministre est très sensible à cette question. C'est sans doute vrai. Aujourd'hui, notre déplacement le 12 mars a pour vocation de maintenir cette pression-là pour dire que les malades sont de plus en plus nombreux, de plus en plus en souffrance et avec un sentiment de plus en plus aigu d'être méprisés. Et ça, c'est intolérable. Donc, elle doit, quand ce rapport lui sera déposé sur son bureau, le prendre en considération et en tirer toutes les conséquences sur le plan de mesures concrètes. On va essayer de se faire entendre. Nous avons pour cela d'ailleurs mis en ligne une pétition qui est en cours de signature. J'espère que nous aurons beaucoup de signatures pour que nous puissions aussi les apporter à la ministre de la Santé. Le ministre de la Santé ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant, puisqu'elle est au courant de chacun des cas individuellement et des situations qui se posent.